fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à écrire ce texte en 2007 et que j'ai fait la première version en 3 semaines. Et donc je l'ai écrit beaucoup plus rapidement que ce que j'écris d'habitude. Et donc le texte est un peu sorti comme ça, et il est sorti tellement vite qu'il était dans une manière qui n'était pas ma manière habituelle, et donc j'ai mis, je sais pas, 5 ou 6 ou 7 ans derrière à réussir à re-rentrer dedans pour en faire un roman, parce qu'il y a une différence entre un texte et un roman. Il y a une différence de, je sais pas, un texte c'est juste des mots les uns à côté des autres, et un roman il y a quand même une notion de structure qui est différente. Et moi en tout cas ma façon de travailler c'est d'écrire d'abord des textes et ensuite de les passer encore et encore au crible, parce que j'écris tout dans le désordre pour réussir à en faire quelque chose que quelqu'un d'autre puisse lire. Et le problème avec ce livre-là, qui était vraiment sorti comme sauvagement, c'est que j'arrivais plus à rentrer dans ce que j'avais construit pour l'améliorer. Et donc j'ai mis très longtemps à re-rentrer dedans. Le temps que je re-rentre dedans, j'étais moi-même devenue une personne différente. Donc tout un tas de choses que j'avais écrites et qui formaient des ressorts du texte ne me convenaient plus. Et finalement, assez péniblement, j'ai assemblé ce texte qui est très court. Et donc c'est absurde de se dire que ça a pu me mettre autant de temps de faire ce livre-là. Mais c'était un des trucs les plus difficiles que j'ai fait en tant que bouquin. Et donc l'Incipit, dont vous parlez, qui est effectivement une sorte de résumé de tout ce qui va suivre, je l'ai écrit plutôt vers la fin. Et quand je l'ai écrit, ça m'a expliqué à moi-même ce que j'étais en train de raconter. C'est-à-dire tout d'un coup, ça a donné son ordre au texte. C'était ça dont il était question. Parce que c'est compliqué quand on écrit. Je suppose qu'il y a des gens qui doivent savoir tout de suite sur quoi ils vont écrire, mais moi, c'est pas mon cas. Et bien souvent, je sais ce que j'ai écrit uniquement quand je passe à la phase de tournée et que les gens me racontent ce que j'ai écrit. Donc je sais pas très bien quels sont les éléments saillants de ce que je fabrique. Et qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est pour ça que c'est toujours un peu effrayant. Et donc à un moment, j'ai écrit cet Incipit en me disant qu'en fait, il me soulageait de tout le reste. C'est-à-dire que d'avoir écrit cet Incipit, qui est quand même un peu mystérieux, mais qui effectivement presque parle à une partie inconsciente du lecteur et lui donne tous les éléments qui vont suivre, ça me permettait d'écrire, ou plutôt de laisser la suite du texte assez abrupte, assez sauvage, parce qu'en fait, je pensais qu'il allait se passer un truc presque cérébral. C'est-à-dire que quand on ouvre un livre la première fois, on lit la première page, on n'est pas encore attentif quand on lit la première page. On est attentif une fois qu'on est rentré dans le mouvement du texte, une fois qu'on a décidé qu'on aimait ça, une fois qu'on a décidé qu'on commençait à comprendre, qu'on lui fait confiance. Les premières pages, vous les recevez comme ça. Et donc c'est un beau moment pour rentrer dans le cerveau du lecteur, lui donner le menu de ce qui va suivre, et ensuite ça permettait d'être très mystérieuse, puisque mon lecteur avait en fait une sorte de télécommande à l'intérieur de la tête, pour suivre. En tout cas, c'est le pari que j'ai fait quand j'ai fait mon bouquin. Donc, le nom du héros est en un sens trop beau pour être vrai, puisque c'est un prénom de conquérant et un nom, Kis, qui évoque plutôt l'amour. Mais c'est aussi un nom tout à fait vraisemblable, puisque Attila se donne volontiers en Hongrie, et puis que Kis, Danilo Kis par exemple, s'écrit K-I-2-S, en hongrois. Et quand on fait la connaissance du personnage d'Attila Kis, son nom est une pure antiphrase. C'est-à-dire qu'il n'a rien du conquérant, c'est un homme à la vie cabossé, qui a été manipulé par sa belle famille, qui n'a pratiquement plus d'attache, qui est presque réduit à la misère, et qui survit en triant des poussins ou des canetons. Il peint aussi, mais dans l'indifférence générale. Puis il fait la connaissance d'une jeune femme merveilleuse, Théodora Babenberg, qui est son exact opposé sur tous les plans, et qui se précipite, pour ainsi dire, dans ses bras. Théodora est riche, issue de la grande bourgeoisie autrichienne, et qui consacre sa vie à pérenniser l'œuvre de son père, qui était un célèbre ténor d'opéra et un compositeur. Théodora, c'est un nom d'impératrice, mais c'est une sorte d'impératrice elle-même. Son enfance a été dorée, son prénom signifie don de Dieu, etc. Bref, c'est l'exact opposé. Alors, dans une comédie romantique américaine, les choses seraient simples. Le petit, l'invisible, l'inconnu, se lancerait déraisonnablement à la conquête de la jeune héritière et triompherait peu à peu de toutes ces différences. Ici, c'est le contraire qui se produit. C'est la situation de départ. Théodora choisit d'emblée Attila, et la conquête que devra accomplir cet Attila, ce n'est pas elle, mais c'est lui-même, finalement, au prix même d'une table rase, même si l'herbe va repousser après son passage.
Alors, il va devoir vaincre l'un après l'autre tous ses préjugés, préjugés de classe, préjugés historiques. Hein, l'Autriche conquérante et méprisante par rapport aux Hongrois, les préjugés culturels, etc. Et patiemment, sans pour autant rester inerte bien sûr, mais Théodora va attendre que cette conquête paradoxale aboutisse. Au début, il la vit comme une apache à la peau claire, mi-conquérante, mi-fugitive, parce qu'elle était venue s'asseoir à sa table avec cette assurance déroutante. Et puis, lorsqu'elle commença à parler le premier soir, il discerna la fille en elle, non pas l'enfant mais l'infante, la descendante, la dernière d'une lignée, portant sur sa tête quelque chose de très lourd qu'elle ne pouvait ni voir ni toucher. Après, il découvrit la guerrière, l'orpheline, qui amenait avec elle l'amante merveilleuse aux yeux grands ouverts, et il fut séduit. Soulevant une à une les couches sédimentaires qui la recouvraient, la protégeaient, lentement il vit se dessiner l'héritière d'une fortune et d'un nom séculaire, avec ses failles et ses pics escarpés, ses habitudes cosmopolites. Il vit la Habsbourg, la viennoise, l'oppresseuse, celle qui avait grandi dans la brûlure de l'or, et il la détesta, il la craignit. Il voulut sa mort pour toute la tristesse atavique qu'elle réveillait en lui qui était hongrois et démuni. Et puis, en l'espace d'un instant, tout s'additionna et sembla ruisseler entre ses mains. Et il se retrouva face à l'animal sauvage qu'elle était sans doute au fond, la fille enragée de musique, la personne qui essayait désespérément de grandir, celle qui croyait au lendemain, l'étrangère qui serait son dernier amour. Peut-être, lorsque nous prononçons les mots « histoire d'amour », croyons-nous désigner ainsi la qualité romanesque de nos affections, la façon dont nous pouvons les réduire a posteriori à la banalité d'un récit. Mais nous oublions alors que l'autre sens du mot « histoire » signifie archive, mémoire, rappelant que les passions ne sont pas seulement des fables, mais d'abord une succession de guerres gagnées et perdues, de territoires conquis, annexés, puis brûlés, de frontières sans cesse réagencées. En réalité, l'histoire d'un amour repose sur les défaillances et les concessions, les enclaves protégées, les coups d'État, les caresses, les victoires, les amnisties, les biscuits de survie, la température extérieure, les boycotts, les alliances, les revanches, les mutineries, les tempêtes, les ciels dégagés, la mousson, les paysages, les ponts, les fleuves, les collines, les exécutions exemplaires, l'optimisme, les remises de médailles, les guerres de tranchées, les guerres éclairs, les réconciliations, les guerres froides, les bonnes paix et les mauvaises, les défilés victorieux, la chance et la géographie. Lorsque deux individus se rencontrent et cherchent à entrer en contact jusqu'à se fondre, cela commence toujours comme commence une guerre, par la considération des forces en présence. Ce livre est l'histoire d'un amour, la plus petite de toutes les histoires, l'histoire du dernier amour d'Athilakis, parce que c'est une chose de déposer les armes dans un mouvement superbe de tapage et de dévotion, mais c'en est une autre que d'accepter, à partir de cet instant, de se vivre comme perpétuellement désarmé. Je pense que c'est le seul livre que j'ai écrit dans lequel un personnage masculin prend autant de place, indiscutablement. Oui. Ça m'avait beaucoup intéressé à l'époque de me mettre dans un corps d'homme pour écrire le livre. Mais mes autres livres, ça a été un choix délibéré, globalement, de travailler sur des figures de femmes. C'est pas un choix, enfin, je sais pas comment dire. Quand j'étais enfant, j'écrivais des histoires avec toujours des filles. Parce que quand j'étais enfant, comme on en parle beaucoup maintenant, quand j'étais enfant, il n'y avait pas de filles. On n'était nulle part, nous les filles. On n'était pas dans les livres, on n'était pas dans les dessins animés, on n'était pas... Moi je me souviens zapper à la télé en espérant tomber un moment sur une fille. Et c'était chiant des fois parce que les filles elles faisaient des trucs de filles. Mais en même temps, sinon il n'y avait que des hommes partout. Et évidemment qu'on n'était pas capable à l'époque de dire on n'est pas représenté. Et être pas représenté, c'est un énorme problème parce que ça veut dire qu'on ne peut pas s'imaginer faire des choses. Et les filles de ma génération, celles d'entre nous qui sommes devenus écrivains, on parle toutes de ça. On parle de comment on a d'abord dû surmonter notre propre incompréhension de mais ce que vous avez dit en entrée. Comment est-ce qu'on va faire pour être des écrivains alors qu'on n'est pas des hommes ? Comment est-ce qu'on fait ça avec notre corps à nous ? Mais notre corps n'est pas censé servir pour écrire. Enfin. Et donc moi, je m'attache maintenant à faire des livres dont les héroïnes sont des femmes et essayer de plus en plus à les montrer. Parce que c'est ça aussi au départ.
ça va encore de faire un personnage de femme, mais on va avoir tendance à le faire se comporter comme un personnage d'homme et à respecter le schéma narratif même du roman, qui est en réalité un schéma narratif qui a été fabriqué par une population masculine, parce que c'était eux qui faisaient les romans, c'est pas grave. Mais depuis quelque temps, les femmes se réapproprient le roman et changent également sa forme. Et moi, je trouve ça extraordinairement passionnant. Et je suis hyper heureuse d'avoir la chance dans ma vie d'arriver à ce moment-là, parce que je m'en fous de la politique, je m'en fous de la question genrée, non genrée, mais artistiquement. Travailler un médium dont la forme même est en train de changer, c'est trop bien. Les possibilités que ça ouvre, et puis c'est très excitant. Je lisais un livre de Jim Harrison l'autre jour, pourtant Dieu sait que Jim Harrison c'était pas une femme, hein, et à un moment il y a un de ces personnages qui dit qu'il n'avait jamais vu dans la vie de femmes se comporter comme elles étaient décrites dans la fiction. Ça c'est intéressant aussi tout d'un coup. Je suis pas du tout sûre que mes héroïnes elles soient très réalistes, mais je pense pas que le roman réaliste lui-même doive être si réaliste que ça. Je pense que c'est un fantasme, une projection, quelque chose de plus grand. Moi j'écris des romans parce que la vie à certains égards m'emmerde prodigieusement, ça va pas assez vite. Et dans un roman, ça va à mon rythme et ça se déroule comme je veux. Et je peux donner à voir des femmes plus courageuses que je le suis moi-même, plus audacieuses et plus violentes aussi. Et il y a des impolitesses que je ne me permettrais pas dans la vie, dont je pense pourtant qu'elles sont salvatrices. Et dans les livres, je peux les articuler. Et je pense que c'est un bon endroit pour donner ça à voir. Comment ça se passe exactement une rencontre ? Quand une rencontre se passe, en général, on ne s'en rend pas compte au moment où elle se passe. On ne sait pas si on est en train de parler, on commence à parler à quelqu'un. Et en fait, au bout d'un moment, ça dure plus longtemps que prévu. Mais quand ça commence, on ne se dit pas « Ah, ça y est, je suis en train de commencer ». Tout ça est très flou. Et dans le cas d'une rencontre amoureuse, on pourrait dire des histoires d'amour, c'est ce qui a été le plus écrit, et je suis bien d'accord. Et donc, quelle drôle d'idée d'en faire encore une, et puis comment on fait ? Mais moi, je me suis attachée dans ce livre à répondre à des questions dont j'avais pas la réponse au départ, et je l'ai toujours pas, mais c'était... Mais comment ça se passe exactement ? Comment est-ce que deux personnes qui se connaissent pas du tout, parce que même si c'est le copain d'un copain d'un copain, en fait on se connaît pas, comment est-ce que deux personnes qui se connaissent pas du tout réussissent à vraiment se rencontrer ? Parce qu'on peut rencontrer quelqu'un, et puis on commence à s'apprécier, et puis il y a peut-être un moment où on commence à avoir un commerce physique, sexuel ensemble, mais il y a plein de fois où on laisse quelqu'un nous toucher avant de lui avoir donné toutes les informations importantes sur nous. Quand on a une discussion de rencontre avec quelqu'un, on va plus facilement raconter l'endroit où on est né, ou les études qu'on a faites, et on ne va pas du tout donner les informations qui sont nécessaires au bon fonctionnement d'un mariage, pour le peu que j'en sais. Mais ce qui fait que deux personnes réussissent à fonctionner ensemble, c'est pas les études qu'ils ont faites, c'est est-ce qu'ils sont d'accord sur combien d'heures à l'avance on part à l'aéroport. C'est sur ça que les couples s'engueulent, c'est pas sur mais pourquoi on n'a pas fait un BTS, c'est combien de temps la belle-mère a le droit de venir à la maison, à quelle régularité, à quoi on croit, c'est pas seulement à quoi on vote. Et puis c'est un truc très simple aussi de à quel point on comprend les mots que l'autre prononce, on parle tous la même langue a priori, mais c'est pas le cas de Théodora et Attila dans l'absolu. Mais il faut à un moment trouver une langue commune, et donc comment est-ce que lentement tous les gens le supposent d'une manière ou d'une autre quand ils tombent amoureux ou quand ils deviennent amis, comment on fait ces petits pas qui correspondent au fait de petit à petit baisser sa garde. Un ami que vous avez depuis 2 heures, vous n'allez pas lui prêter 2000 balles. A priori. Hein. Mais un ami de 20 ans, oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 20 ans-là ? Parce que c'est très flou aussi, on se fâche avec des gens. Donc moi, je voulais regarder tous ces petits mécanismes qui petit à petit se cliquent et qui se passent pas uniquement à notre insu. Certains passent par le fait de faire un effort, de faire confiance, de s'ouvrir et de laisser tomber nos a priori. Et laisser tomber ces a priori, ça veut dire admettre qu'on s'est trompé. Et quand on rencontre quelqu'un, il y a un mouvement de méfiance, il y a un mouvement de défiance. Et dans les histoires d'amour aussi, des fois, tout d'un coup, on se méfie de quelqu'un avec qui on a commencé une histoire. Et donc, comment est-ce qu'on parvient à cet état de confiance qui, sans en faire un truc énorme, m'a quand même l'air d'être une bonne base pour que deux personnes accèdent à un niveau d'intimité qui rend les choses intéressantes. Je pense pas que l'intimité soit intéressante quand on se méfie l'un de l'autre, ouais. En fait, le livre s'est appelé Attila-Kiss quasiment jusqu'au dernier moment. Moi, c'était avec ces 2 mots-là que j'avais commencé le texte. Ça a été vraiment le point de départ. Et puis on en était quasiment à envoyer le bouquin à l'impression quand Bertrand Pi,
qui était le directeur littéraire d'Actes Sud, et donc qui chapeautait la maison dans laquelle ça a été publié, est passé dans le bureau et a dit « mais pas du tout, ça devrait s'appeler Le dernier amour d'Attila-Kiss ». Mais c'est effectivement, on pourrait dire aussi que c'est son premier amour, mais ces classifications-là sont toujours problématiques. C'est impossible de dire qui a été le premier amour et qui est le dernier, à moins que ce soit absolument la même personne. Ma dévotion. Alors, autre femme puissante, celle dont Ma dévotion raconte la vie, qui s'appelle Hélène. Et alors qu'elle touche à la fin de sa vie, elle rencontre dans une rue de Londres, Franck, l'homme qui a le plus longtemps et le plus profondément compté dans sa vie. Alors, elle lui raconte ce qu'il a représenté pour elle depuis qu'ils se sont connus à l'âge de 12 ans, et ces 6 heures de monologue constituent le roman. Vous retrouvez avec cette façon de faire un immense monologue qui durerait 6 heures. Vous vous rattachez à des tas de formes très traditionnelles de romans. On sait très bien que ça n'a pas pu se raconter, parce que le roman dure 800 pages et c'est censé être raconté. C'est amusant. On est quand même aussi, même si le roman invente des nouvelles formes, on reste quand même dans des choses qui peuvent nous rappeler des souvenirs. Alors le roman suit Hélène d'un pays à l'autre, Londres d'abord, où elle retrouve Franck, Rome, où elle l'a rencontré durant l'époque où son père, à elle, était ambassadeur, et le père de Franck, secrétaire d'ambassade, c'est bien ça ? Premier conseiller, malmené par le premier. Ensuite Amsterdam, où ils ont vécu pendant près de 20 ans, lui découvrant la peinture et devenant vite un peintre connu, puis célèbre, elle poursuivant des études, puis des recherches littéraires. Ensuite Boston, où elle vit après s'être mariée avec un architecte dont elle aime la solidité rassurante. Et enfin la Normandie, où elle retrouve Franck, accompagné maintenant de Ludwig, un petit garçon lumineux qu'il a eu d'une brève liaison avec une danseuse aujourd'hui morte. Alors le dernier amour d'Attila-Kiss était marqué par l'histoire de l'Empire austro-hongrois et de sa fin. Ma dévotion est un livre qui est commandé par la géographie plutôt. Chaque épisode tire sa couleur du lieu où il se déroule. Rome, c'est un palais, riche en intrigues de palais et d'alcôves. Amsterdam, c'est la ville de la bohème, des amours vagabondes, de la création. Boston, le lieu de la sécurité matérielle et d'un ancrage qui se voudrait pérenne, mais qui finit par révéler sa superficialité et peut-être même sa vacuité. Et enfin, la Normandie, j'ai dit 2 fois enfin, là c'est le vrai enfin, la Normandie qui semble longtemps le havre espéré après une vie voyageuse, et c'est dans ce passage que Julia nous dira tout à l'heure, à la fin de cette rencontre, des pages très, très évocatrices. Dans la mesure où j'essaye à chaque fois d'écrire des livres qui décrivent des vies de femmes plutôt sur le long cours, mes livres racontent, à part Attila et Théodora, mais je repasse sur tout ce qui s'est passé avant, puis presque c'est un livre à part dans le reste de la série, si on veut. Mais en général, je raconte quand même des vies de femmes de la naissance à au moins 40 ans, dans un désir de faire un roman réaliste. Ça n'a aucune réalité que de raconter une femme qui aurait traversé 40 ans sans que jamais quelqu'un essaye d'attenter à son intimité. Ça n'est pas réaliste de raconter ça. Et un jour, dans une rencontre, un homme est venu me poser exactement la question que vous posez. Il m'a dit, c'était à propos de Livaria, je crois. Il m'a dit, mais je comprends pas. Elle se fait agresser, puis après, vous n'en reparlez plus jamais. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Et je lui ai dit, mais parce que c'est comme ça que ça se passe. C'est ça la réalité. C'est vrai qu'on en parle davantage maintenant, mais les femmes se promènent avec cette histoire-là. Et en réalité, c'est presque celle à qui il n'est rien arrivé qu'on devrait reconnaître dans la masse. C'est celles-là qui sont spectaculaires. Les autres non. Et donc ce qui se produit, c'est que ça arrive à un moment sous des formes plus ou moins graves, et les femmes continuent à vivre. C'est rare qu'il y ait de la place pour ça. Et certaines sont suffisamment perturbées pour que ça finisse par se voir, mais dans la plupart des cas, où est-ce qu'on met cette chose-là? Qu'est-ce qu'on en fait? Porter plainte ne marche pas. Personne n'a envie d'écouter cette histoire. Personne n'a envie d'écouter une petite fille raconter que ses frères sont rentrés dans sa chambre. Personne, il n'y a pas d'endroit pour déposer ces histoires, et on le sait.
Donc ça aussi, c'est la façon la plus réaliste de le raconter. C'est de faire une biographie de femme et de dire, eh bien évidemment, à un moment dans tout ça, quelque chose de cet ordre-là s'est passé, et il n'en sera plus jamais question. Oui, mais c'est elle qui raconte. Mais on se raconte les histoires qu'on est autorisé à se raconter. C'est très... Oui. C'est très... Sauf qu'on ne la voit pas se poser ce genre de limite d'une autorisation. Ouais, mais c'est... Pas elle. Pour moi, pour des raisons que je ne peux pas développer, je suis sûre que c'est ça le réalisme. D'accord. Je suis certaine que c'est comme ça que ça se passe. Mais en tout cas, que c'est une des façons réalistes de raconter ça. Mais ouais, moi j'ai été souvent étonnée de moments où ce sujet vient sur la table et où quelqu'un va tout d'un coup en parler. Et c'est évident que c'est pas quelque chose à quoi elle a repensé depuis très longtemps. C'est pas quelque chose qui est inscrit dans son histoire. C'est quelque chose où juste tout d'un coup, la conversation arrive à un endroit précis qui fait que cette histoire est libérée et va peut-être plus être relibérée avant très longtemps. C'est pas aussi... On aura envie de se raconter une histoire où c'est très clair, c'est très grave, tout le monde sait tout de suite que c'est très grave, et puis ensuite on cherche une façon de résoudre ce problème, et puis il y aura un endroit... Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Je crois pas que ce soit comme ça que ça se passe, ni avant ni aujourd'hui. Rien de ce que je lis, rien de ce que j'entends ne peut me faire penser que c'est comme ça que ça se passe. Mais je suis pas inspectrice. Donc ce silence dit beaucoup en réalité, quand même. Oui, ouais. C'est très bizarre d'être là ce soir et de réécouter des pages que j'ai pas relues depuis que je les ai écrites et qui évidemment n'avaient pas du tout le même sens pour moi au moment où je les ai écrites que des années après. Ces temps-ci, je pense à quel point c'est une drôle d'activité que de faire ça, et j'ai complètement sous-estimé quand j'ai commencé à faire ça ce que ça allait vouloir dire, de déployer un diorama comme ça, des choses qui pouvaient me passer par la tête dans une existence publique. Mais la fiction que je produis, c'est de la fiction, elle est fabriquée à partir des choses que je sais. Et donc, plein d'éléments qui sont moi s'y retrouvent mélangés dans un ordre qui n'est pas moi. Et on ne peut pas... Ouais, c'est ça, c'est une espèce de reconstruction à partir de petits morceaux de choses. Hélène, le personnage d'Hélène, j'avais besoin qu'elle soit sérieuse et qu'elle soit studieuse. Et effectivement, c'est des choses que je portais en moi. Et puis, il y a quelque chose... J'ai lu un jour un écrivain qui disait « c'est le bordel » parce qu'en fait les écrivains au bout d'un moment quand ils deviennent des écrivains professionnels, ce qui a l'air d'être mon cas, ils se mettent petit à petit à écrire des livres dans lesquels tout le monde est écrivain, ou tout le monde est éditeur, ou tout le monde est traducteur. Et bah, du coup c'est un peu comme ces films de cinéma français où des postiers vivent dans des appartements de 150 mètres carrés. Ça nous énerve de les voir au bout d'un moment. Non mais c'est vrai. Et donc cette littérature, et en fait c'est une déformation professionnelle extrêmement logique, c'est-à-dire que on est inspiré par les trucs autour de nous, donc si tout d'un coup on évolue dans un milieu où tout le monde fait ce boulot-là, et on est attentif aux intrigues du milieu qu'on connaît. Et l'inverse, c'est l'écrivain qui va se dire mais pas du tout, moi je veux absolument faire une littérature hyper pragmatique, et qui du coup se met à raconter systématiquement des histoires de charcutiers et de postiers par exemple, alors qu'il n'y connaît rien et ça fonctionne pas non plus. Donc c'est toujours cet équilibre subtil, c'est-à-dire, moi en fait je m'en fous du métier que font mes personnages, mais s'ils bossent pas, ça se voit au bout d'un moment. Donc il faut bien que je leur trouve des activités professionnelles, même si je mets rarement le projecteur dessus. Et donc dans le cas d'Hélène, quand le livre est sorti, les gens disaient elle est écrivain, mais non, elle n'est pas du tout écrivain, c'est une universitaire, une éditrice, une critique. Il faut séparer les mots, ça n'est quand même pas la même chose. Et donc évidemment que pour raconter comment est-ce qu'elle occupait ses journées, ouais, ça pourrait ressembler à mes journées à moi. Mais j'ai jamais écrit la journée et la nuit, j'étais pas la tête courbée dans un amphithéâtre, et puis c'est déjà avéré que je vais pas pouvoir passer ma vie à écrire tranquillement puisque j'ai 2 gosses. Donc, en fait, ces différences sont colossales, vous voyez. Donc évidemment que je puise à des choses que je sais, parfois à des choses que je sais, comme on dirait, de source primaire. Mais vous savez tous des choses de source primaire, vous seriez capable d'écrire ce passage comme moi. Et puis des fois, des anecdotes qu'on m'a raconter. Là, le livre que je suis en train de finir d'écrire en ce moment, par exemple, j'ai mis un personnage, c'est même pas un personnage, c'est une silhouette à l'arrière-plan qui est un éleveur de cochons. Alors, pour le coup, là, vous me demanderiez, voilà, vous me demanderiez jamais est-ce que c'est autobiographique. Et c'est un éleveur de cochons, et donc, dans cette famille d'éleveurs de cochons, c'est pas du tout le sujet du livre, c'est un 0,01% du bouquin. Cet éleveur de cochons est donc aussi l'abatteur de cochons. Et l'abatteur de cochons, il fait le tour de la région pour abattre les cochons. Parce qu'il n'y a pas 15 mecs qui vont faire ça, il y en a un seul qui se dévoue pour tout le monde, c'est quand même un truc dégueulasse à faire, et puis c'est un peu technique. Et donc il y en a un seul qui fait tout ça,
Et en fait, comme il est le tueur de cochons, il est aussi le marieur. Et ça, c'est une histoire que j'ai entendue, qui est l'histoire de quelqu'un de ma famille, mais je sais pas qui, je sais plus qui, je veux dire, c'est un bordel ma famille, donc lequel c'est exactement. Quelqu'un, quelque part, dans la Cambrousse, faisait ça. Et bah, ça m'intéressait cette histoire, c'est intéressant de se dire que le même gars qui va faire la tournée des fermes à l'automne pour tuer les cochons, pour les carissages, c'est évidemment lui qui s'assoit à table, qui boit le coup de rouge avec tout le monde, et puis qui voit que, ah, la Joséphine, elle a 20 ans, elle a rien à faire, très bien. Puis dans la ferme d'à côté, il y a un Lucien, moi, ça me pourrait peut-être le faire. Et donc c'était lui qui, mais je veux dire, c'est un fait avéré, c'était lui qui transmettait l'information. Et je pense que ça a dû être deux métiers qui ont été, dans certaines régions en tout cas, associés. Et c'est bizarre, mais c'est vrai. Et par exemple, ce que je vous raconte là, c'est tout à fait possible que quand le bouquin sorte, si on laisse cette histoire-là, que les gens pensent que c'est quelque chose de complètement délirant que j'ai inventé. Et ça, c'est un des grands trucs intéressants que je trouve avec la littérature, dont je me rends de plus en plus compte maintenant que je produis à la fois des romans et de temps en temps des petits textes autobiographiques. C'est quelque chose que Truman Capote disait, c'est-à-dire il disait « Quand j'écris de la fiction, tout le monde pense que c'est autobiographique, et quand j'écris la vérité, tout le monde pense que c'est de la fiction. » Il n'y a pas de meilleure façon de raconter la tension entre ces deux pôles, je trouve. Cette histoire de la peinture, ça vient d'un livre de Joyce Carol Oates, qui est un livre qui s'appelle La foi d'un écrivain, qui est un recueil de textes où elle parle de sa vocation d'écrivain. Et elle remet beaucoup en question le mythe de, je sais pas moi, la prédestination, l'inspiration, enfin, évidemment tout ça. Et elle raconte l'histoire d'un étudiant wannabe écrivain qui est sur un campus et puis qui surgit d'un buisson à un moment pour se jeter sur l'auteur en résidence. Elle dit pas les noms, mais on voit que c'est un auteur très connu sur un campus américain. Et donc l'étudiant se jette sur l'écrivain, un peu provoque, et lui dit « Vous pensez que je pourrais être écrivain, moi aussi ?» Et l'auteur est bien emmerdé, il sait pas quoi lui dire, et il lui dit « Bah, est-ce que vous aimez les phrases ?» Et l'auteur, l'étudiant en reste comme deux ronds de flanc, et l'auteur s'en explique après en disant « J'ai connu un peintre qui était devenu peintre parce qu'il aimait l'odeur de la peinture. » Moi, ça me parle, tout ça est très logique. J'écris des livres, je veux dire, peut-être j'écris des livres parce que je crois que la littérature est une incroyable activité, mais j'écris aussi des livres parce que j'ai peur des gens et que c'est quelque chose que je peux faire toute seule. J'écris des livres parce que j'aime bien être assise et être à l'intérieur. Je déteste sortir à l'extérieur, j'ai toujours froid, toujours. Et j'écris des livres parce que j'aime beaucoup taper sur un clavier. Mais j'aime pas taper sur un clavier parce que j'en fais quelque chose. J'aime bêtement taper sur un clavier. C'est une activité qui me satisfait. Comme j'aime trier des petits objets, j'aime enlever la peluche de la machine à laver. Enfin, je veux dire, ça n'est pas plus compliqué que ça. Et donc oui, et c'était quelque chose à quoi j'avais beaucoup pensé quand j'écrivais Buvard, mon premier roman, qui est pour le coup vraiment l'histoire d'un écrivain. Je me demandais à l'époque, aussi parce que je faisais un doctorat sur le sujet, mais quelles sont les conditions nécessaires à devenir écrivain? Évidemment que vu de l'extérieur, on aurait envie de dire des choses comme l'imagination, des mots de ce genre-là. Moi, je pensais qu'il fallait d'abord être capable de rester assis. Et c'est pas si facile que ça de rester assis tout seul, jour après jour au même endroit. C'est moi-même, quand j'arrête d'écrire pendant un certain temps, quand je me rassois, je suis aussi turbulente que je l'étais en 6e. C'est-à-dire, j'ai aucune concentration alors que je suis mon propre professeur dans ce moment-là. Donc, je suis attirée par les choses très prosaïques et les explications très prosaïques parce que c'est les seules que j'ai l'impression de comprendre. Toute ma vie, du papier. Et c'est comme une espèce de devise ou de résumé qui peut paraître fier ou désabusé. Comment est-ce que vous l'entendez quand vous écrivez ça? Toute ma vie, du papier. C'est une fierté ou une sorte de regard désabusé? Non, dans ce qui se passe avant dans le passage, on voit que Hélène, qu'elle est complètement emballée et absorbée par ce qu'elle est en train de faire. Mais a posteriori, ça lui apparaît comme du papier. Et ça, c'est une grande question, parce que faire de la fiction, c'est toute forme d'art, mais je sais pas, je suis pas théoricienne, mais faire de la fiction, c'est fabriquer quelque chose qui n'existe pas, c'est faire quelque chose de faux, par définition. Donc c'est fabriquer quelque chose de factice. Pourquoi ? Pour le plaisir des yeux, par orgueil. Est-ce qu'il y a une bonne raison de faire ça? Si ce n'est que les êtres humains ont toujours fait ça et que c'est pas mal de se raconter des histoires, mais autant il y a des moments d'exaltation totale devant quelque chose qu'on a écrit, et indiscutablement une bonne phrase me fait mon année. Une bonne phrase que moi j'écris, une bonne phrase de quelqu'un d'autre que je lis. C'est la même chose, mais ça fait partie des choses que je trouve le plus incroyable.
Mais c'est vrai aussi que quand je regarde mes livres sur une étagère, ça n'est jamais qu'un bloc de papier de quelques centimètres. Est-ce que ce bloc de papier vaut ce que j'ai donné en échange? Est-ce que je donne en échange aujourd'hui aussi? Et en vérité, je pense pas. Mais je pense pas non plus. Je pense pas non plus vraiment pouvoir faire autrement. Il y a une étonnante citation de Jackson Pollock que je ne connaissais pas, qui est géniale, qui éclaire l'évolution de Franck. C'est ce qu'écrit Pollock. Vous pensez que j'aurais peint ces saloperies si je savais seulement dessiner une main. Et j'ai l'impression qu'à travers votre personnage, vous décrivez un itinéraire assez fréquent dans toute forme d'art, c'est-à-dire une première époque qui est de l'ordre de l'expression plus ou moins brute, plus ou moins dominée, puis l'acquisition patiente d'une technique au risque peut-être d'aboutir à une forme d'académisme. Et est-ce que vous reconnaissez quelque chose de ce que vous a apporté votre itinéraire d'artiste jusqu'à présent, quelque chose qui ressemble à celui de votre personnage? Est-ce qu'il faut avoir l'humilité peut-être d'avoir patiemment d'avoir la patience d'apprendre à dessiner une main ou à écrire une phrase? Je pense que la peinture et la littérature sont deux arts qui peuvent s'entrapprendre des choses intéressantes, mais je pense pourtant que profondément elles reposent sur des forces différentes, mais j'en suis pas certaine parce que je pratique pas les deux. Mais la peinture, ça m'intéresse beaucoup, 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 et les histoires de peintres, enfin, c'est un des trucs que je lis le plus en fait, des biographies de peintres. Parce que c'est peut-être, voilà, ce qui m'intéresse, c'est que c'est moins articulé. En fait, nous les écrivains, comme le médium qu'on utilise, c'est le langage, hein, eh bien, une partie de ce à quoi on réfléchit quand on le fait, enfin, tout ça peut être... On utilise des mots et ensuite on peut encore commenter nos mots. Alors qu'il y a des choses qui se passent en peinture qu'on ne peut pas dire avec des mots. Il y a des tableaux qu'on ne peut pas commenter correctement. C'est pas possible d'expliquer ce qui s'est passé. Et pourtant, chez les écrivains, je sais que c'est le cas. Chez les peintres, je pense aussi, il y a les œuvres qu'on fabrique, il y a ce qui peut en être dit en dehors, il y a ce qu'on arrive vaguement à expliquer de ce qu'on a fait, comme dans cette circonstance par exemple, mais il y a aussi tout ce qui restera toujours du côté de l'indicible, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans nos têtes au moment où on le faisait, ce dont on a eu conscience, l'aventure intérieure que c'est de travailler à une œuvre au long cours, les choses qu'on découvre et qu'on ne peut pas expliquer. Mais peut-être parce qu'elles ont juste pas vocation à être racontées, c'est pas grave, je suis pas en train de dire c'est tellement incroyable qu'on peut pas le dire, c'est juste, c'est toute une aventure silencieuse qui se passe, toutes ces choses-là. Moi, quand j'écris, à beaucoup d'égards, je ne comprends pas ce que je suis en train de faire. Enfin, je veux dire, je ne maîtrise pas tant. Je maîtrise au moment où je relis, mais quand je tape une phrase, je la réfléchis en même temps que je ne la réfléchis pas. Je ne suis pas en train de me dire, qu'est-ce que je mets après ce mot-là? Il y a des mots qui viennent naturellement après d'autres. Parce qu'il faut mettre... Parce que c'est la grammaire, enfin, c'est simple. Mais puis il y a aussi des mots qui viennent, et puis ensuite... Mais je me dis, devant un tableau, mais c'est encore plus compliqué. Moi, au moins, je peux me raccrocher à des lettres, à des mots, mais devant un tableau... Je veux dire, les gens ont peur de la page blanche. Moi, j'ai pas peur de la page blanche. J'ai peur de la toile blanche. Comment est-ce que quelqu'un rassemble en lui suffisamment de courage, quand bien même il l'a fait depuis des années, pour se tenir devant une toile et devoir décider quelle taille de pinceau, quelle couleur, quelle épaisseur, et puis par quel côté on commence? Moi, on m'y met demain, j'y suis encore dans 20 ans, j'arriverai jamais à savoir par quel côté commencer. Et en même temps, la peinture, ils peuvent peindre et ensuite ils peuvent repeindre par-dessus. Et il y a ce truc merveilleux avec un tableau de Picasso qui s'appelle Le jeune homme à la couronne de roses. Et c'est un tableau qui n'a pas eu de couronne de roses pendant très longtemps. C'était un jeune homme en bleu, je pense que c'est la période bleue peut-être. Et il est dans une position un peu comme ça. Et un peu sur une intuition, au dernier moment, Picasso lui rajoute une couronne de roses qui tout d'un coup rend le tableau merveilleux. C'est-à-dire que jusque-là, c'est un tableau bien exécuté, mais auquel il manque le risque et la brèche. Et cette couronne de roses, tout d'un coup, elle fait quelque chose au tableau. Ben ça, c'est quelque chose qu'on peut un peu faire en littérature, c'est-à-dire écrire tout un livre, et puis ensuite, c'est un peu le stade d'écriture auquel je suis avec le texte que je finis. Bon, le texte tient, et puis maintenant, je le truffe, un peu comme un rôti, quoi, hein, c'est simple. Je vais rajouter des petits trucs un peu partout, je rehausse sa qualité en allant rajouter des petites choses maintenant que la structure est bonne. Mais ça n'a quand même pas la grandeur d'un geste de peinture que de rajouter quelque chose sur la toile, c'est vrai. Donc,
la question de l'itinéraire artistique d'un peintre me passionne, évidemment que dans mon métier à moi, c'est une question. Et encore une fois, être là et relire des passages d'il y a aussi longtemps et réfléchir à ce que ça voulait dire à l'époque, ce que ça veut dire maintenant, et me dire qu'ils sont là, peut-être pas pour toujours, mais pendant un certain temps, c'est assez effrayant de vivre dans le bruit qu'on a fait il y a des années. Quand j'écrivais à Tilakis, comme c'était vraiment la confrontation de deux personnes, et un homme et une femme, et ça commence par beaucoup d'hostilité sur mais toi tu es riche et insensible, et puis vous voyez cette idée. En fait, c'est la première fois que je me suis rendu compte de la problématique, du problème réel de la question morale. C'est-à-dire que c'est très tentant dans un dialogue de décider qu'il y en a un qui a raison et l'autre qui a tort. Et en fait, écrire un livre sur cette base-là, c'est la chose la moins intéressante du monde. Parce que c'est trop con, quoi, je sais pas comment le dire autrement. Et puis dans la vie, c'est pas non plus comme ça que ça marche. Mais moi, je suis pas très bonne psychologue. Alors qu'il faudrait que je sois une bonne psychologue pour faire ce que j'essaye de faire. Et je mets des plombes à comprendre des choses. Comment raconter correctement? On a tous des conversations, elles ont l'air fluides. Mais comment est-ce qu'on fait pour qu'une conversation ait l'air fluide? Comment est-ce qu'on fait pour que les personnages, ouais, ils soient en 3D, qu'ils ressemblent à des êtres humains? Des fois, on lit des mauvais livres, et dans les mauvais livres, on va avoir un personnage qui va être décrit, par exemple, physiquement très précisément, mais vous ne voyez pas quelqu'un. Si on vous dit exactement la couleur de tout, ça ne marche pas. Et vous avez besoin... On s'en foutait, en fait. On ne voit pas le visage des gens, on ne le voit pas comme ça. C'est pas vrai. Nous-mêmes, on ne comprend pas la tête qu'on a. On connaît notre visage avec la tête qu'on fait devant le miroir quand on se maquille. Mais personne n'a une idée claire d'à quoi il ressemble de profil. La plupart des gens nous voient ailleurs que juste en face. On n'est pas des... Donc c'est pas possible de raconter les choses comme ça. Puis des fois, des personnages vont être décrits avec 3 adjectifs pour dire il était jaloux, il était rancunier, et puis il était imponctuel. Mais les gens, ils sont pas comme ça. Les gens, ils sont plein de trucs. La tendresse se mêle à la malhonnêteté, enfin. Et donc oui, Francis Bacon, moi c'est ça que ça m'évoque, sa peinture. On est beaucoup à trouver que Francis Bacon, c'est un des meilleurs peintres du monde. Je sais pas combien de gens ont dit c'est mon peintre préféré. Personne ne m'a jamais expliqué pourquoi. C'est quand même un signe. Mais c'est fascinant. Et Bacon lui-même, qui a détruit tellement de tableaux qu'il a fait, qui a dit beaucoup de choses sur la peinture, mais c'est pas si clair pourquoi. Et puis Bacon, qui était complètement un autodidacte. Comment est-ce que ce mec s'est mis à faire ces trucs-là? C'est très étrange tout ça. Et pourtant, quand on voit ces tableaux, bah c'est ça. C'est pas qu'il n'a pas porté un jugement, c'est qu'il a porté un jugement qui était aussi une acceptation, il a accepté de voir les gens en entier. Moi, c'est ce que vous essayez de faire quand même. J'essaye. Oui. C'est une femme forte, elle aussi, cette Liv Maria, et elle se heurte dans le roman à plus fort qu'elle, un destin qui semble jouer avec elle ou se jouer d'elle. Elle est née dans une petite île bretonne qui n'est pas nommée. Elle devient amoureuse de son professeur d'anglais à Berlin, où elle est partie faire des études. De son côté à elle, c'est une authentique histoire d'amour. De son côté à lui, c'est une prédation cynique. Et c'est sur cette base, pour le moins fragile, qu'elle devra se construire une vie faite de voyages, d'aventures, pratiquement d'identités successives, jusqu'à ce qu'elle choisisse, je dis la femme, je ne crois pas que c'est une grande importance, de disparaître avant d'être broyée dans, c'est une citation du texte, dans le nœud cornélien où elle s'est fait prendre. Alors, des 3 livres dont nous parlons ce soir, celui-ci me semble le plus résolument romanesque. C'est-à-dire que vous êtes allé très loin dans le sens du roman, puisque vous fondez l'intrigue sur une coïncidence extraordinaire, malgré tout. Vos romans veulent aller à l'essentiel, vont peut-être à l'essentiel, c'est-à-dire à la part commune à toute l'humanité, mais ils le font à travers l'exceptionnel, presque à l'invraisemblable. Ici, on est à la limite. C'est pas foncièrement invraisemblable, c'est très étonnant. Voilà, ce serait ça ma question, sauf que je n'arrive pas à la formuler. Comment peut-on aller à l'essentiel tout en prenant ce détour par un destin exceptionnel? Raconter les choses d'une façon vraie, qui puisse avoir un impact sur les gens qui les lisent, ne signifie pas qu'on va raconter la vérité.
il y a une transformation qui doit s'opérer entre l'inspiration, la source d'inspiration, et ce qu'on est en train de raconter. Et par exemple, je me rappelle de ça, des cours à l'université, que le théâtre grec, c'est quelque chose d'extrêmement outré, avec les dieux toujours sur des chaussures très hautes, les amoureux qui se tiennent l'un l'autre par les oreilles comme des marmites, et c'est ça le geste pour montrer que des gens sont amoureux. Je ne pense pas que les Grecs faisaient ça dans la vraie vie, j'en suis pas sûre. Donc il y a une sorte de codification, on va dire. Alors, c'est pas le cas exactement du roman, mais vous savez bien aussi comment est-ce que dans la vie, enfin peut-être on se rend compte quand on... Moi, il y a des histoires qu'on m'a racontées dans ma vie qui étaient extraordinaires, qui étaient les meilleures histoires que j'ai jamais entendues. Des histoires encore beaucoup plus rocambolesques que ce que j'imagine là, qui pour le coup n'est pas une histoire qu'on m'a racontée. Et des histoires vraiment ouf. Et il y a forcément un moment où plus jeune, je rentrais à la maison en me disant « Putain, je vais en faire quelque chose, je vais en faire une nouvelle. » Ou alors, à un moment, je vais le mettre dans un roman. Et en fait, certaines histoires les plus incroyables qu'on m'a racontées, elles sont inécrivables. Ou alors, peut-être juste, moi, j'y arrive pas. Mais certains cas, franchement, je pense qu'elles sont juste inécrivables. Parce que, précisément, elles sont tellement incroyables que quand quelqu'un est en face de vous en train de vous les raconter, bon, c'est Patrick. Alors vous savez que Patrick, il raconte pas de conneries. Cette histoire, s'il la raconte, c'est qu'elle est vraie. Puis il la raconte sur des gens qu'on connaît, donc ça va. Mais si tout d'un coup, je la mets dans un livre, et ça veut dire que je la raconte à des gens qui ne me connaissent pas, et donc le pacte de véracité entre nous n'est pas le même, bah ça marche pas. Et puis un roman, on attend d'un roman réaliste qui soit crédible. Donc, en fait, il y a des trucs qui ne peuvent pas passer de l'un à l'autre. Moi, avec ce livre-là, dans Livre Maria, comme dans la plupart de mes livres, en réalité, je veux arriver à un endroit précis du livre. Moi, mes livres, ce que je préfère écrire, c'est les 50 dernières pages en général. C'est ça que je veux raconter depuis le début. Mais pour que ces 50 dernières pages, elles aient l'impact que je veux qu'elles aient, il faut que je m'embête à raconter tout le début. Par exemple, je me retrouve toujours à être obligée de raconter l'enfance de mes personnages. Je déteste ça. Je déteste les livres dans lesquels il y a des enfants. Je déteste mettre un enfant en action dans un livre. Quand il y a des livres destinés aux adultes dont le héros est un enfant, mais je m'en détourne avec horreur. Je déteste ça. Je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, ça me dégoûte, quoi. Et il y en a des très bons, hein, mais ça me met dans une situation que je trouve instable. Et donc je suis obligée de raconter les enfances à chaque fois parce qu'on ne peut pas comprendre qui est un adulte si on n'a pas compris comment s'est passée son enfance. Je ne pense pas. Même le geste de se débarrasser de son enfance est un geste extrêmement signifiant et donc il faut de toute façon savoir où ça commence. Donc j'essaye de raconter, j'essaye d'arriver à ce truc à la fin et donc pour pouvoir écrire une phrase à la fin du genre après tout ce qu'elle avait traversé, je suis obligée de lui faire traverser des trucs. Et puis moi j'aime bien quand les choses vont vite. Et puis dans la vie j'ai aussi appris que les choses allaient vite. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent dans ce livre par exemple de Livre Maria, oh là là, elle part, elle revient, elle part, elle revient. Il suffit de prendre des moyens de transport en fait, tout ça c'est quand même assez simple. Il y a des grandes parties de nos vies où si on est lié à personne, on peut se déplacer extrêmement facilement d'un endroit à l'autre. La liberté géographique, c'est quelque chose dont on dispose assez largement en Occident, donc c'est assez simple tout ça. Et puis c'est aussi... Je suis pas sûre de mettre beaucoup de moi dans mes livres, mais indiscutablement mes livres trahissent la façon dont je vois la vie. Et je m'en étais rendu compte quand j'ai fait mon premier roman, c'est-à-dire qu'il y avait des choses dans mon roman que j'avais écrites qui pour moi étaient vraiment des lieux communs. À un moment, je faisais une phrase déclarative en disant ça, c'est ça. Et pour moi, c'était évident que c'était comme ça que ça marchait. C'était pas un truc malin, c'était juste c'est évident que ces deux choses sont équivalentes. Et les gens venaient et disaient c'est hyper bizarre. Et ça avait été extrêmement perturbant de me rendre compte que des choses dont je pensais qu'elles appartenaient à un consensus étaient en fait des idées tordues que j'étais la seule à avoir. Et donc écrire des livres, ça veut aussi dire qu'on confronte une vision très intime qu'on a du monde à la vision des autres en réalité. Et ce qui est perturbant. Donc effectivement... Je connais personne qui a vécu cette vie-là exactement. Évidemment, je vois bien que la vie se passe. Mais moi, c'est comme ça que je la vois, la vie. C'est comme ça que je la vis. Aujourd'hui encore, je suis cette mère de famille qui vit vieux doulon avec mes gamins, l'école, les petites boîtes à goûter, tout le merdier. Les feuilles d'impôt, est-ce que je vais planter un palmier dans ce jardin? Je me demande si on a des je sais pas quoi dans le parquet. Mais dans ma tête, c'est pas du tout ça ce qui se passe. Dans ma tête, c'est en permanence. C'est... Parce qu'il y a un bouquin à lire, parce qu'il y a un truc à faire, parce que faire une recette de tarte me fait penser à autre chose, parce que... L'autre jour, j'étais dans le bus et il y avait écrit
c'est génial. Pour garder l'équilibre, tenez-vous. Je me disais, ah ouais, ça suffirait ça pour être équilibré, il suffit que je me tienne à une petite barre. Mais combien de temps et comment faire Donc, voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est une façon de considérer les choses aussi. Et puis c'est aussi, ouais, c'est comme ça que j'ai envie que la vie soit. Donc, c'est un des privilèges de cette occupation. C'est que dans mes livres, je peux actionner à fond ma machine à fantasmes. Et manifestement, je suis un peu hystérique. Comme on est ici dans un théâtre, est-ce que vous pensez parfois écrire pour le théâtre? Confier au théâtre cet univers tragique. Je ne suis pas capable de faire ça. Je peux écrire dans différents genres, mais pas tant que ça. Je peux écrire des essais, des préfaces, des courts textes, des chroniques. Je peux écrire un peu de poésie, mais par exemple, je ne peux pas vraiment écrire de nouvelles. Je ne crois pas au genre de la nouvelle des masses. C'est pas mon format. Et je ne suis pas une bonne lectrice de nouvelles non plus. J'arrive pas à comprendre. Je bloque. Je ne comprends pas pourquoi ça s'arrête au bout d'un moment. Ça doit faire plus long, quoi. Et je ne peux pas écrire de théâtre. Parce que je ne suis pas assez spectatrice de théâtre, parce que je ne comprends pas exactement comment ça fonctionne, je pense. Parce que le théâtre utilise le langage, mais... Enfin, dans un roman, d'un côté, c'est pas assez, d'un côté, c'est beaucoup. C'est-à-dire, dans un roman, on peut tout raconter si on veut. Et donc, on décide ce qu'on va raconter ou pas. Mais au théâtre, sauf erreur de ma part, ça va quand même être principalement des gens qui parlent. On ne peut pas intégrer les mêmes passages de description. Enfin, vous voyez, c'est pas le même. On est débarrassé des descriptions. Ouais, mais les descriptions, ça permet de faire une pause, ça permet de... J'ai essayé, hein, mais je suis pas... Mais c'est un peu comme un truc fantôme, c'est-à-dire, dans ma dévotion, évidemment que c'est pas crédible, comme vous le disiez, cette idée qu'ils soient tous les deux à se parler pendant 6 heures, mais moi je pensais vraiment à une espèce de monologue tragique, et il y a des pièces qui durent ce temps-là, et je trouvais ça... Et là, évidemment, dans le livre Maria, la question de l'hubris est au cœur du texte, c'est-à-dire, est-ce qu'une faute qu'on a commise de façon innocente est quand même une faute le jour où elle en devient une? Comment est-ce que quelque chose peut se transformer en un péché? Je sais que c'est pas ça la notion d'hubris, mais il y a aussi la question de comment est-ce qu'on peut échapper à son destin ou pas? Et moi je pense que non. Je pense que... C'est exactement... oui, c'est l'univers de la tragédie, c'est-à-dire que des événements qui sont extraordinaires, des personnages qui sont extraordinaires aussi, et qui pourtant nous ramènent à notre lot commun. Oui, mais je pense que la différence, je ne suis pas très bonne historienne, mais je sais... D'un côté, évidemment qu'on vit dans une société extrêmement surveillée et qu'on a un futur très noir devant nous, et en même temps, est-ce que les êtres humains ont déjà été plus scandaleusement libres qu'on l'est en tant que citoyen d'un pays occidental extrêmement riche? D'un côté, évidemment qu'on est surveillé, d'un côté, on a rarement pu à ce point-là faire n'importe quoi, mais aussi au mauvais sens du terme. Mais notre liberté dépend exclusivement de notre fortune, notre couleur de peau, quelque chose comme ça, je pense. Mais en dehors de ça, la démocratie nous ouvre quand même un endroit. Et donc, comment est-ce qu'on fait cohabiter la question légitime que pose la menace de l'hubris et la liberté dont on dispose? C'est-à-dire, est-ce que je suis toujours condamnée par mon destin si je suis en même temps libre de faire tout ce que je veux? C'est ça la question, parce que ça a été présenté quand il est sorti. Moi, j'étais pas dans l'affaire, hein, mais quand le bouquin est sorti, ils ont fait tout un tapage de la maison d'édition en disant c'est le livre de la liberté. Moi, j'étais hyper embarrassée parce que la liberté, c'était un mot que j'utilisais jamais. C'était pas du tout un mot de mon champ lexical. Moi, j'employais que des mots qui avaient à voir avec la discipline, la contrainte, la sobriété. Et la liberté, j'y avais jamais pensé. Et tout d'un coup, ça m'a beaucoup intéressée, cette histoire de liberté. Et la liberté, c'est un concept dangereux parce qu'il suppose de... Si on l'apprend, il suppose qu'on a pris aussi une décision. Si on décide qu'on a fait quelque chose librement, ça veut dire qu'on assume la décision qu'on a prise, et donc il soulève aussi la question de la responsabilité, qui n'est pas un thème avec lequel je suis très à l'aise. Donc, mais vous lâchez votre personnage au moment où elle fait jouer cette liberté et disparaît à nos yeux. Oui, mais parce qu'encore une fois, Liv Maria posait des questions morales qui n'étaient pas du tout intéressantes pour moi. C'est un personnage de mère transgressive, c'est un personnage de comment est-ce qu'on fait coïncider la dignité qu'on est censé épouser quand on devient mère, c'est-à-dire une espèce de femme irréprochable qui n'a
évidemment rien fait d'autre avant. Et Liv Maria, ce qu'elle porte comme un sac à dos trop lourd, c'est précisément ce qu'elle a vécu à l'époque où elle n'était pas une mère. Ce qu'elle a vécu donc parfaitement légitimement, mais qui tout d'un coup devenue mère ne devient plus du tout légitime. Et donc à la fin du livre, il faut réfléchir à toutes les options que j'ai pas prises. C'est ça aussi qui se passe, c'est-à-dire que à la fin du livre, Liv Maria disparaît, mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Elle restait, elle s'excusait, comment est-ce qu'on dirait, elle se rédimait, rien de tout ça n'était satisfaisant. Et puis aussi parce que moi je réponds pas déjà personnellement à cette question, c'est-à-dire profondément, pas seulement en tant qu'écrivain, je ne répondrai jamais à ce genre de questions. Et à la fin du livre, je voulais placer mon lecteur à cet endroit-là, c'est-à-dire je voulais lui dérouler l'histoire de Liv Maria, et à la fin, jusqu'à ce moment-là, que chacun se débrouille tout seul pour avoir un jugement dessus, ce qui oblige aussi chacun à se demander à quoi ça sert d'avoir un jugement sur un truc comme ça. Donc, je lis des dernières pages de ma dévotion, qui est donc la période en Normandie d'Hélène et Franck. Au cours des années que nous avons passées en Normandie, il s'est produit une autre chose très importante. Tu t'es mis à peindre la forêt. Chênes, hêtres, châtaigniers, érables sycomores, merisiers, tilleuls, trembles, charmes, sorbiers, bouleaux, saules et sureaux, coudriers, pommiers et poiriers sauvages, et le sol que tu fixais quand tu partais aux champignons. Tu as d'abord dessiné au crayon des rectangles d'humus, feuilles mortes et brindilles, insectes, plumes perdues par des oiseaux imprudents. Puis, tu as peint des paysages. Lorsque je conduisais notre break sur les petits chemins, je t'apercevais de loin à travers les collines, posté ici ou là dans un pré avec ton chevalet, d'abord parmi les vaches, considérant la forêt de l'extérieur, puis, semaine après semaine, avançant vers les profondeurs, commençant au pied des premiers arbres, puis progressant dans les sous-bois, les clairières, jusqu'au cœur des cœurs de la grande forêt domaniale. Il y avait longtemps que personne n'avait donné une telle prévalence à la nature dans un tableau. Il y avait eu Courbet, l'enfant béni de la Franche-Comté, avec son incroyable chêne et toutes sortes d'autres paysages stupéfiants. Courbet, le premier maître. Et puis, beaucoup plus tard, il y avait eu les arbres de Van Gogh aussi, des cyprès, et puis les bouleaux de Klimt, les peupliers de Monet, les pommiers de Mondrian, et maintenant toi, Franck Appledore, qui partais tous les matins avec ta boîte de couleurs et ton silence, enveloppé dans une parka anglaise, un sandwich s'émiettant dans tes poches profondes, le diable au corps. Le soir, quand tu revenais, tu avais des brindilles dans les cheveux, tu sentais bon la fumée. Et d'une certaine façon, le simple fait de te voir porter des bottes en caoutchouc me rassurait. C'était le symbole de la vie nouvelle, ces chaussures qui n'auraient pas eu de place dans l'existence heurtée que tu avais laissée derrière toi à Amsterdam que je t'avais pourtant offert sur un plateau, 25 ans plus tôt, sans prévoir ce qui en découlerait. Ces chaussures disaient « Je travaille, et rien n'est plus important pour moi maintenant ». Elles disaient que c'en était fini des jeunes modèles, des cocktails d'avant-midi et des fêtes. Le temps était venu du pain brun, coupé, épais, retourné, et marqué d'une croix avant d'être coupé, des poignées de sel jetées derrière l'épaule pour écarter le malheur, des bûches qu'on rajoute dans le feu sans un mot, des fruits au vin rouge qu'on fait rôtir au four. C'était le temps des ongles pleins de terre, des sommeils profonds, des roses séchées, des livres épais, des lits qui grincent. Tu avais changé beaucoup à travers les années, mais jour après jour, dans la maison normande, je te voyais te ressembler aussi, redevenir un petit peu l'adolescent que j'avais connu il y avait si longtemps, avec ses silences et ses passions, sa façon de ne rien entendre, son obstination, son insultante bonne santé. C'était comme si je t'avais tiré à moi avec une corde, mètre après mètre, âprement, constamment, pour te sauver de la noyade. J'étais fière de ce que j'étais en train d'accomplir, ton retour au pays du calme. Mon propre retour dans ce pays aussi. Je ne le disais pas, peut-être simplement parce qu'à part toi-même et le petit Ludwig, pendant si longtemps je n'ai eu personne avec qui bavarder dans notre exil, mais je ressentais une paix éblouissante. Mon esprit était aussi limpide qu'un lac de montagne. Je faisais face au quotidien, non mieux, je le créais, au lieu de l'endurer comme il me semblait que je l'avais fait si longtemps. Le contraste avec mon état bostonien était si fort que j'aurais pu croire être guérie d'une maladie insidieuse. J'avais l'impression de rajeunir, de m'alléger. J'appuyais ma paume sur des moules en fer blanc pour faire des petits lapins dans de la pâte à tarte,
Et Ludwig et moi les décorions ensuite avec des pinceaux minuscules et du colorant alimentaire. Je plantais des fleurs dans le jardin en enfonçant mon pouce dans la terre meuble, riche, brun chocolat. Et quand en tablier sous mon ciré, je venais frapper à la porte de ta grange atelier où tu travaillais pour que tu viennes déjeuner, je me sentais incroyablement bien, comme si j'étais enfin parvenue à rattraper le fil de ma vie, comme s'il n'y avait pas des kilomètres ni des années entre cette grande porte de chêne centenaire et le panneau japonisant qui avait autrefois ouvert sur ton premier atelier à Amsterdam. Nous avions fini par être adoptés par la région. Lorsque j'allais faire mes courses au village voisin, les autochtones m'appelaient Madame Appledore. Aussi embarrassant que ce soit à admettre encore aujourd'hui, c'est vrai, je ne les avais jamais repris. Et je ne t'en avais pas non plus parlé. J'avais pensé que, puisque toi, tu n'avais presque aucun contact avec les gens d'ici, tu te reposais entièrement sur moi pour tout ce qui concernait notre vie domestique. En 13 ans, je pense que tu n'as pas acheté une ampoule, ni un croissant, ni une paire de chaussettes. Tu ne t'en apercevrais probablement jamais, et que je pouvais donc garder ce petit secret pour moi. Sans doute, j'avais peur, si je te le confiais, que tu brises l'illusion, que tu rompes une fois pour toutes le charme que ces deux petits mots avaient sur moi. Madame Appledore. C'était comme la dernière couche de vernis sur ma grande construction. Déposée par les villageois eux-mêmes, c'était une consécration, une bénédiction. Jusque-là, j'avais ignoré combien je rêvais de porter ton nom. Est-ce pour cette raison que j'avais refusé de prendre celui de Gunther autrefois ? Impossible de savoir maintenant. Mais j'aimais sa sonorité dans les bouches françaises, ce beau nom ancien qui signifiait pommier, comme me l'avait un jour appris ton père, et qui ici sonnait comme un mélange franco-anglais particulièrement judicieux. Pomme d'or, entendais-je lorsque quelqu'un m'appelait dans les allées du marché. Pomme d'or. Et pour une raison que j'ignore, je ne pensais jamais à la dispute futile qui avait mené à la guerre de Troie, et qui avait pourtant commencé exactement comme ça, avec une pomme d'or roulant sur la table du banquet des dieux, lancée par la déesse de la discorde. Non, Franck, contre toute attente, l'image qui me venait, obsessive, c'était celle de la balle en or massif avec laquelle joue la plus jeune fille du roi dans le conte des Frères Grimm. La balle tombe dans un puits, et une grenouille propose alors un marché à la princesse. Elle lui rendra sa balle, à condition qu'elle lui permette en échange de manger dans son assiette, de boire dans son gobelet et de dormir dans son lit. Impatiente, la princesse accepte et, sous la pression de son père qui lui rappelle qu'une promesse est une promesse, s'exécute malgré son dégoût, et la grenouille se métamorphose finalement en un beau jeune homme. J'ai écrit sur les différentes variantes de cette fable dans ma période conte de fées, et je présume qu'il y avait là quelque chose qui me parlait. L'idée que les plus grands sacrifices appelaient les plus grandes récompenses, et donc peut-être aussi qu'en te laissant te servir dans ce qui m'appartenait, tu finirais par ployer le genou devant mon lit. Et cette image d'une balle en or, pesante, létale, jetée légèrement en l'air, menaçante, parce qu'elle finirait forcément par retomber de tout son poids.
Et c'est exactement ce qui est arrivé. Un lundi où, par extraordinaire, tu avais décidé de descendre avec moi au village pour faire quelques courses. Je n'avais même pas sérieusement essayé de t'en dissuader. Ma supercherie fonctionnait depuis des années, et comme tous les coupables, n'ayant pas encore été prise en flagrant délit, j'avais fini par croire à mon impunité, comme j'avais fini, sans doute, par croire que ce titre qu'on me donnait par erreur était bien le mien. Enfin, tu connais ça, je ne t'apprends rien, toi aussi. Tu en es venu à croire un certain nombre de tes propres mensonges, et c'est souvent moi qui t'ai aidé à ne pas être découvert. Mais tu ne savais pas, ce jour où nous sommes allés au village ensemble, ce qui se tramait dans ton dos depuis des années maintenant. Et alors, lorsque la fruitière m'a salué à sa manière habituelle, tu as immédiatement éclaté de ton grand rire sonore. Tu n'en pouvais plus de rire. Tu m'as lancé en italien « Madame Appledore, buono Dio, Hélène ». Tu as entendu ça ? Malgré le visage choqué de la fruitière, il ne t'est même pas passé par la tête que ce n'était peut-être pas la première fois. Tu as cru à un malentendu ou à une obsession provinciale pour la respectabilité, le besoin des ploucs du coin de savoir à quoi s'en tenir à notre sujet. Mieux, parce que c'était l'une des seules fois que tu venais au marché, tu n'imaginais sans doute même pas que celui-ci avait pu se tenir en ton absence tous les jeudis, depuis des années. S'il m'était déjà arrivé de craindre que tu me découvres, que tu surprennes le plaisir que j'avais à passer pour ta femme dans la vallée et que tu te moques de moi, je n'avais pas envisagé une seule seconde ce qui s'est passé. Je pensais que tu serais en colère. J'avais pas envisagé une seconde option pire que la première. Tu étais hilar. Tu ne comprenais vraiment rien. Lorsque nous sommes revenus à la voiture, les bras chargés, tu n'as même pas tourné ton visage amusé vers moi au moment de dire « Madame Appledore ». Je m'en remets toujours pas. Ils te prennent probablement pour ma sœur, tu crois pas, Hélène ? On dirait un vieux roman d'Agatha Christie. L'étranger ténébreux, accompagné de sa silencieuse sœur célibataire, s'installe dans un petit village sans histoire. Naturellement, c'est la sœur la coupable à la fin. J'ai pas répondu. Quelques minutes plus tôt, à la fruitière, passée ta surprise, tu avais rétorqué, gaiement, mais fermement, « Il n'y a pas de Madame Appledore ». Très intense, passionné, passionnel, dense et très visuel aussi, beaucoup d'images, vraiment magnifique. On plonge très facilement dedans. Que sur les passages, on est vite entraîné. On a eu des bons lecteurs. Ouais. Tout y était, il y avait un bon équilibre. Oui. Moi j'ai une question. Dans quelle mesure l'écriture c'est un échappatoire pour vous par rapport aux questions que vous pouvez vous poser sur plein de thèmes de ça? Je suis pas sûre que ce soit... Enfin, moi j'écris depuis que je suis toute petite fille et donc je suis pas du tout capable de... Je peux pas savoir... ouais, c'est-à-dire toute ma vie a été structurée autour du fait de faire ça, donc c'est inimaginable comment ça fonctionnerait autrement. C'est un échappatoire. Ce qui est sûr, c'est que ça m'enlève une part de peur parce que je sais qu'au pire, je peux m'occuper toute seule. Ça me libère de la peur d'être seule, désœuvrée, de m'ennuyer. Le fait de pouvoir écrire des livres et de pouvoir en lire, en fait, principalement, beaucoup plus que d'en écrire. Lire, c'est quand même plus paisible que de devoir en inventer. Hein. Mais ouais, ça, c'est la base de la base. Après, je suppose que ça doit régler un tas de mes problèmes psychiques. Et en causer d'autres à d'autres gens. mais je peux pas, franchement, je peux pas bien distinguer tout ça. Okay. Mais je vois bien que je suis différente après avoir fini un livre. Par contre, quand vous parliez qu'il n'y avait pas de femmes dans la littérature, je me rappelle d'une série que je regardais, c'était Candy quand même. Ouais. Qui était une femme héroïne de la série. Non, il y en avait quelques-unes. Il y avait Candy, Pollyanna, Starla et les Joyaux Magiques. J'espère que vous avez regardé aussi. Non, mais il y en avait quand même quelques-unes. Mais moins. Il y en avait moins. C'est comme le théâtre en fait. Oui, bah, c'est comme partout. Ouais. Mais c'est en train de changer. Ça change énormément. Et moi, je préfère appeler une femme mademoiselle que madame. Je trouve que c'est plus joli. C'est personnel, mais... Moi, j'ai lâché l'affaire sur ces trucs-là. C'est comme auteur, autrice. Oui, c'est ça, oui.
Je sais pas trop quoi faire. Jean-Louis est un grand spécialiste de la question. Ouais, il dit auteur, lui, il s'en fout complètement. Non, je dis autrice. Ah ouais. Il aime bien le mot. Quand, il quand- dit quand qu'il je, aime bien, quand je ça lui dois, va. quand je dois dire, quand je sens qu'il y a vraiment une demande de l'autrice en question, mais c'est vrai que là, c'est... J'ai pas senti la demande. J'aime pas auteur au féminin avec un E au bout. Parce qu'on forme pas Non, de on féminin l'entend pas, comme on ça en l'entend pas. français. Puis on Et- l'entend pas alors. Il y a quelques temps, je suis allée faire un café littéraire dans une antenne de Sciences Po, avec donc des jeunes femmes dont j'avais du mal à accepter le fait qu'elles avaient 15 ans de moins que moi. Et donc, elle m'avait fait venir pour parler de la littérature, de la maternité, enfin de trucs féminins comme ça. Et à un moment, elles se sont énervées contre moi. Elles m'ont dit, mais madame, pourquoi est-ce que vous dites pas autrice? Pourquoi vous dites écrivain? C'est important, faut ouvrir les portes aux filles qui vont vouloir faire ça. Si vous dites écrivain, du coup, on peut pas s'identifier. Et alors là, j'ai vieilli en 5 minutes, quoi. Je me suis retrouvée à dire, mais c'était pas comme ça à mon époque, enfin, nous, comment est-ce qu'on a fait? Moi, personne m'a dit autrice, et puis j'y suis allée quand même. Et je me suis sentie vraiment très vieille, et en même temps, je les ai trouvés vraiment très cons. Et je n'arrivais pas à savoir. Et je voyais l'idée, et je me disais, mais en même temps, évidemment qu'il faut que les choses... Enfin, il faut que les petites choses changent pour que de grandes choses changent, et puis en même temps tu te dis oui, mais le but du jeu c'est d'écrire des bouquins, c'est pas comment on s'appelle. Un des trucs intéressants dans le fait de faire de la littérature, en tout cas pour moi, ça a été l'idée que j'allais me dissoudre dedans. Au moment où je fais de la littérature, je n'existe plus. D'un côté c'est le moment où j'existe le plus, mais à beaucoup d'égards j'existe plus. C'est pas que je suis dans mon histoire, c'est que je suis dans l'encre. Et donc de devoir me demander dans un moment comme ça si je suis un garçon ou une fille, c'est la chose qui m'intéresse le moins sur Terre. Allez, une dernière question. Il faut toujours dire une dernière, comme ça, on sait qu'on va s'arrêter. Combien de temps vous mettez le temps à écrire un livre en moyenne? Souvent, je mets longtemps à y penser avant. Je commence à avoir un début de truc qui est très très vague. Je me dis, je ferais bien un livre là-dessus. Mais la phase vraiment d'écriture, en tout cas depuis quelques années, quand j'étais plus jeune, c'était plus le bordel. Maintenant, c'est plus clair. 1 an et demi, 2 ans, on va dire. Ah d'accord. D'écriture intense sur quelque chose, 1 an et demi, ouais. C'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? Je trouve pas ça beaucoup. Ouais. Pour 1 an et demi, pour un livre, non. Ouais, mais je fais des livres tout petits aussi. Non, mais à chaque fois, je me dis, je vais faire un livre début, de... faut pas si petit que ça. Hein. Ouais, mais moi, mon rêve, ce serait de faire un livre de 600 pages avec des longs chapitres, un truc à la Jonathan Franzen. Et vraiment, quand j'arrive à 200 pages, moi-même, je On m'ennuie. attend ta question, pardon. On attend ta question, Alain, c'était la dernière, tu l'as pas posée. Non, faut pas. Le livre de 600 pages, c'est le but de faire un livre. Quand on pense qu'on va faire un livre de 600 pages, l'intérêt c'est d'en faire un de 150 pour arriver au 10 qu'il a. C'est là que j'en arrive toujours, ouais. De la littérature. Mais quand même, ça ferait sérieux un jour. J'arrive pas. C'est ce qui t'est arrivé, non? En coupant, coupant. Ça fait écrivain installé. Mais oui, c'est ça. À un moment, le L'écrivain de magnum 60 opus, ans, le gros quoi, machin, mais il n'y a pas. J'arrive pas.